Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sectorielle du monde informatique qui sera consacrée aujourd'hui au retail et à la logistique. Alors avant de dérouler l'agenda, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Célia Serramour. Célia, bonjour. Bonjour Jacques. Alors comme je disais, un agenda qui sera un petit peu chargé. Nous allons regarder tout ce qui se déroule autour du retail et de la logistique en termes d'innovation. On a vu que ce secteur-là était très important pendant la pandémie, en tout cas un élément clé. Mais pendant ce temps aussi, tous les acteurs de ce secteur faisaient un petit peu leur transformation numérique. Donc on va voir un petit peu quelles ont été les évolutions à travers différents retours d'expérience. Nous aurons en premier lieu Carrefour, avec le CTO et CISO de Carrefour, et aussi la personne qui s'occupe du Build to Cloud de Carrefour, où ils vont nous expliquer justement la manière dont ils ont migré vers le cloud pour avoir plus d'agilité et plus de flexibilité. Nous retrouverons juste après un autre retour d'expérience avec Monoprix, où là on parlera de deux initiatives autour de l'intelligence artificielle, une qui sera dédiée sur la prévision des promotions et l'autre qui sera sur le stockage dans les rayons. Nous aurons aussi juste après avec My French Startup, une occasion de faire un petit focus sur une startup en particulier qui s'appelle Exotech, qui a une technologie qui est ce qu'on appelle disruptive dans le secteur des entrepôts. Et on a vu que cette jeune pousse française avait levé des fonds de manière très importante récemment. Et puis nous terminerons cette émission avec Connecting Food, où là nous ferons un petit focus sur la technologie blockchain et nous verrons comment les entreprises, notamment du retail, intègrent cette technologie en complément du jumeau numérique. Voilà, et sans oublier aussi dans cette émission deux partenaires, Bouygues Telecom et Entreprises et Darktrace. Voilà, ça a une émission qui se promet d'être riche et dense, et nous allons commencer tout de suite avec le retour d'expérience de Carrefour. Justement, pour retrouver Carrefour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités à distance. Damien Cazenave, qui est CTO et CISO de Carrefour, et puis François-Xavier Delmer, directeur du Build to Cloud, aussi chez Carrefour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, première question peut-être à Damien Cazenave. Est-ce que vous pouvez nous présenter, j'allais dire, Carrefour? Alors, Carrefour, c'est 321 000 collaborateurs dans le monde. On est présent en tant que sur la partie intégrée et franchisée dans plus de 30 pays. C'est 12 225 magasins dans le monde. Et en 2019, on fait un chiffre d'affaires de 80,7 milliards d'euros. Dans les grosses métriques de Carrefour. D'accord. Alors, on va voir un petit peu maintenant la DSI et un peu le périmètre de vos fonctions. J'allais dire aujourd'hui, que représente la DSI de Carrefour? Et donc, vous êtes CTO et CISO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le périmètre de vos fonctions? Et François-Xavier aussi, justement, sur la partie Build to Cloud. Donc, moi, pour ma part, je suis effectivement CTO et CISO de la partie France. En septembre, on a fait le choix de fusionner les équipes direction technique et direction sécurité pour mettre vraiment dans l'ADN la sécurité au niveau des technologies et des architectures qu'on met en place. Sur Carrefour, aujourd'hui, c'est 1700 collaborateurs en France. On a lancé le programme Build to Cloud qu'on va parler en 2019. On a un objectif d'aller 100% dans le cloud en 2026. Aujourd'hui, on est à 59% du chemin. J'espère qu'à la fin de l'année, on sera à 67%. On utilise une centaine de technos et on est actuellement répartis sur 2 data centers physiques et on en a fermé 5. Et on travaille avec 3 cloud providers qu'on évoquera, je pense, après. Et François-Xavier, même question sur le périmètre de vos fonctions. Donc moi, je m'occupe du Build to Cloud, donc de basculer les applications les unes après les autres dans le cloud, avec les objectifs qu'a rappelé Damien. On avait un premier objectif de 67% qui avait été défini en 2018 et un nouvel objectif qui a été défini récemment de 100% dans le cloud en 2026, pardon. Et donc voilà, donc on s'y prépare, on a commencé à travailler sur ce nouvel objectif à atteindre d'ici 4 ans.
Alors Damien Cazenave, moi je vais m'adresser un petit peu à vous. Quelle est la stratégie cloud de Carrefour aujourd'hui? Alors, on a une stratégie qui est, donc on vous a expliqué on va dire les métriques, les objectifs sur les prochaines années, donc d'être 100% dans le cloud. Aujourd'hui, on a plusieurs stratégies de migration dans le cloud. On va migrer certaines applications comme elles sont dans le cloud. Donc, on fait du copier-coller d'applications bêtes et méchantes. Et ces applications ne sont pas forcément adaptées cloud native, mais on a un coût de migration qui est beaucoup plus intéressant de les migrer telles quelles que de les adapter. Après, il y a d'autres applications qu'on adapte cloud native, et toutes les nouvelles applications, bien sûr, on les intègre cloud native. Voilà, c'est une question de ROI entre l'hébergement on-premise qu'on a aujourd'hui et le fait de les adapter ou non dans le cloud. Pour certaines, il y a un ROI assez fort et rapide, donc on va les adapter dans cloud native. D'autres, on va les garder telles quelles. Juste la question, quand on vous parlait de cloud native, c'est-à-dire quoi? Vous les containerisez pour ensuite les basculer sur le cloud, et puis voir un petit peu aussi quelles sont les techniques que vous avez choisies pour faire cette migration. Alors effectivement, on passe sur beaucoup de conteneurs pour rendre cloud native. Le fait d'avoir des applications qui sont multi-cloud, multi-région. Et on a, pour certaines applications, on va dire qu'on n'a pas gardé cloud native, comme VMware, des applications qui tournent sur du VMware. On est passé sur du GCVE avec Google pour nous permettre de garder la continuité sans toucher aux applications. Et donc, c'est des migrations qui se font plutôt rapidement. Bien sûr, au début, il y a du réglage à faire. Mais sinon, c'est plutôt simple et rapide une fois qu'on est rodé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la partie cloud native. Oui, alors il y a sur le cloud native, on containerise, on essaye de faire du as a service au maximum. C'est vraiment notre stratégie pour réduire les coûts d'opération. Donc, on va faire du PaaS, on va privilégier le PaaS. Évidemment, comme disait Damien, il y a le nerf de la guerre, c'est le ROI, donc c'est pas à tout prix. On le fait quand on voit qu'on va économiser des opérations ou de l'infrastructure derrière. Ça signifie d'avoir une modernisation aussi des infrastructures, parce que je crois que, pour François-Xavier, là, c'est la question qui s'adresse plutôt à vous. Comment vous avez accompagné, j'allais dire, la bascule et la migration en complément de aussi, j'allais dire, une modernisation des infrastructures? Alors, on s'est adapté au contexte. En fait, je pense qu'il n'y a pas de formule toute faite. Chaque application avait un peu sa stack technologique, et donc il a fallu s'y adapter. Il y avait des patterns qu'on retrouvait sur plusieurs applications, par exemple avec du JBoss et du Postgre, ou du JBoss et de l'Oracle. Donc, on avait des patterns comme ça qui pouvaient être communs à plusieurs applications, mais aussi on avait des applications avec des stacks qui n'étaient pas communes. Et donc, on s'adapte. En fait, si on est avec du Microsoft, par exemple, du SQL Server, on favorisait plutôt Azure avec du PaaS SQL Server, ce qui n'a pas toujours été possible de faire. Donc voilà, le maître mot, c'était de s'adapter au contexte des applications et à la stack technologique. Et donc, pour chaque nouvelle application, on vérifiait l'architecture et comment la projeter dans le cloud le plus efficacement possible. La problématique de la criticité des applications, vous avez commencé par des applications qui étaient relativement faciles à migrer, en ce qu'on appelle le lift and shift, pour ensuite aller dans ce qui est plus dur, ou en tout cas avec une dette technologique suffisamment importante? Oui, tout à fait. On s'est fait un peu les armes en 2019 avec des applications qui étaient aussi complexes, mais sur des plus petits data centers. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir une stratégie de fermer la lumière des data centers les uns après les autres. Donc, on a plutôt commencé avec les petits data centers et puis on s'est attaqué après sur les plus gros à partir de l'année dernière. Et donc, oui, on a essayé on a commencé avec les applications plus simples
Mais depuis, on a fait des applications qui sont critiques pour Carrefour, dont celle, par exemple, du back-office des magasins. Vous parliez tout à l'heure de GCVE, pour les téléspectateurs, c'est ce qu'on appelle Google Cloud VMware Engine, donc c'est quelque chose de très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette technique? En fait, vous avez migré, mais en gardant l'environnement VMware, c'est ça? Oui, exactement. Comme je disais tout à l'heure, on s'adapte. Donc, il y a un des data centers qui aurait été très compliqué à migrer dans le cloud. Et on avait fait un test l'année précédente sur une partie, sur la partie test de l'infrastructure des applications, et qui avait été plutôt positif. Du coup, on a étendu ce type de migration-là, qui est vraiment du lift and shift de VMware vers du VMware managé par Google. Donc, c'est ça le GCVE. Et donc, en gardant, très important, ça c'était une des contraintes que j'avais demandé aux équipes réseau, c'est d'essayer de garder les IP des machines pour ne pas avoir tous les flux à réouvrir derrière. Donc, ça a été vraiment du lift and shift dans ce cas-là avec GCVE. Et autre point très important, comment est-ce qu'on intègre finalement les questions de sécurité dans cette aventure? Alors, sur la partie sécurité, quand on a construit nos architectures cloud, on a créé des environnements étanches par application, avec un cadre de guidelines et techniques sur quand je mets une nouvelle application, j'ai déjà tout un socle sécurisé qui est en place, et donc je rentre dans un moule technique qui est déjà formaté pour la partie sécurité en termes d'ouverture de flux, etc. Ça, c'est une première chose. On travaillait aussi beaucoup sur les OS prédéfinis et donc qui sont durcis. Donc aujourd'hui, vous rentrez une application sur un OS qui est vraiment durci dans le cloud, et par exception, vous n'avez pas le choix de modifier quoi que ce soit. Et on a un dernier step qui est un audit en continu de nos configurations cloud en termes de sécurité, qui nous permet aussi de s'assurer qu'on est toujours sur on respecte bien les guidelines de configuration de nos cloud providers. Et quelles évolutions on peut... Pardon. C'est un sujet qui a vraiment été pris au début de la conception de nos architectures cloud. Et quelles évolutions on peut s'attendre à voir sur le cloud chez Carrefour finalement? Les évolutions, c'est surtout rendre nos applications cloud natives et exploiter toutes les forces du cloud. Pour moi, c'est la prochaine étape, suivant le ROI qu'il y aura. Il y a des applications avec des ROI pas du tout intéressants parce qu'elles sont vieilles et elles sont peut-être aussi en fin de vie. Donc, on a un plan de décommissionnement aussi de certaines applications dans les prochaines années. Donc, ce n'est pas forcément une évolution technologique, c'est plutôt une évolution de s'adapter à la force du cloud, des applications multi-régions aussi. Damien Cazenave, on voit apparaître, mais la question s'adresse aussi à François-Xavier, on voit des évolutions à travers le cloud. Alors, déjà la partie multi-cloud, est-ce que c'est justement des évolutions? Vous avez évoqué tout à l'heure trois fournisseurs, et puis vous parlez beaucoup de ROI. On sait qu'il y a une tendance aujourd'hui sur le cloud qui est la partie FinOps. Est-ce que c'est déjà, vous l'avez intégré, et puis est-ce que c'est justement un moyen de calculer votre ROI? Alors, aujourd'hui, le FinOps, c'est une dizaine de personnes chez Carrefour. C'est une équipe d'une dizaine de personnes, et c'est indispensable quand on a un programme ambitieux comme le nôtre pour maîtriser nos coûts. Et on parle de maîtrise de coûts de plusieurs millions d'euros par an si on ne faisait pas de FinOps. Il y a un vrai sujet d'acculturation de beaucoup de collaborateurs à l'IT aussi sur ce sujet-là, parce que Carrefour a 60 ans, donc a été très on-premise il y a encore quelques années, et donc on doit vraiment faire passer des messages aux exploitants, aux administrateurs, aux DevOps, etc. sur on n'est plus en illimité en consommation comme dans le on-premise où on peut utiliser un peu ce qu'on veut en termes d'énergie, de disques, de CPU, etc. Donc ce n'est pas du tout les mêmes modèles économiques. Et donc cette équipe, elle est vraiment là pour surveiller
les mauvaises pratiques des exploitants. Dès qu'on a des pics de consommation sur une journée, donc nous on surveille ça. Ça nous permet aussi de limiter la casse parce que ça peut des fois être des 5, 10, 15, 20 000 euros par jour. Et donc si on ne voit pas de suite, à la fin de l'année, on parle de millions. Votre casquette, là je vois votre casquette de CISO, en tout cas sur la sécurité. Vous estimez que vous êtes plus sécurisé sur le cloud que sur la partie on-prem ou... Oui. Oui, parce que on est parti de zéro en fait sur le cloud. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc quand on part de zéro, on peut mettre plein de choses en place. Les déploiements se font très simplement avec les cadres techniques qu'on a mis en place, le déploiement d'outils de sécurité, d'agents, etc. Et on a un inventaire quasiment immédiat de tout ce qu'on a en asset au cloud. Donc effectivement, aujourd'hui, la sécurité, elle est sur une maîtrise vraiment totale sur le cloud par rapport à l'existant du on-premise qui a des dizaines, vingtaines d'années d'existence. Alors peut-être, dernière question pour vous deux. En fait, on entend beaucoup parler aussi d'une tendance dans l'IT qui est la décarbonation. Est-ce que finalement cette migration vers le cloud n'est pas aussi une réponse à meilleure, on ne va pas parler de sobriété numérique, mais en tout cas d'aller vers justement cette décarbonation de l'IT? Alors, déjà, grâce au FinOps, on consomme vraiment au juste besoin. Donc, forcément, ça a un impact aussi sur l'écologie. Nos cloud providers ont des engagements aussi zéro émission carbone, un équilibre. Donc tout ça, je pense que ça va dans le bon sens par rapport au sujet des émissions de CO2. Je crois qu'il y a même eu des accords, les cloud providers ont signé sur les accords de Paris, ils se sont engagés sur cette partie-là. Pour moi, c'est bénéfique et c'est drivé par l'argent en fait. Moins on consomme, moins on paye et moins on pollue. Toute dernière question, est-ce que finalement cette bascule vers le cloud pour un acteur de la grande distribution, c'est un socle pour lancer de nouveaux services, en tout cas de futurs services? Forcément. On a une capacité aussi de traitement des données beaucoup plus simple. Donc, monétiser un petit peu toute la partie consommation de nos clients finaux, vis-à-vis de nos industriels avec le lancement de Carrefour Links, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'aller très vite grâce aux infrastructures cloud. Les capacités de traitement en on-premise, elles auraient demandé des mois d'installation et de mise en place. Là, aujourd'hui, n'importe quel projet, il a les capacités on va dire, de CPU, technique, de stockage, quasiment instantanément. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre témoignage et puis pour votre retour d'expérience. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et nous passons à la suite maintenant. Nous allons retrouver Célia avec Darktrace. Nous accueillons à présent notre partenaire Darktrace avec Hippolyte Fouque. Hippolyte Fouque, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter d'abord. Alors je suis directeur commercial pour Darktrace, qui est le leader mondial de l'intelligence artificielle appliquée aux problématiques de cybersécurité. C'est 80 brevets en IA, plus de 6800 clients et bien sûr des résultats qu'on aura l'occasion de commenter ensemble sur le thème du jour. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux défis concernant les industries retail et logistique? Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les industries de la distribution, la logistique, se sont numérisées massivement lors de la pandémie notamment, mais pas que. Il y a eu davantage de données qui ont été hébergées dans le cloud, notamment pour les portails e-commerce, l'utilisation d'outils SaaS pour les collaborateurs pour échanger des informations. Il y a beaucoup d'objets connectés, des tablettes ou d'autres outils, des robots, pareil dans les entrepôts logistiques, ce qui a créé une surface de vulnérabilité au risque cyber accrue.
Il y a autre chose qu'il faut souligner dans le monde de la distribution et de la logistique, c'est que ce sont des entreprises gigantesques avec un roulement assez important. On parle beaucoup de la grande démission, que ce soit en France ou à l'étranger. Et quand il y a des mouvements de salariés comme ça au sein des entreprises, il y a parfois des données qui sont soit mal sauvegardées, soit qui sont dérobées par des employés lorsqu'ils passent d'un client à un autre. On estime à peu près à 20% des entreprises qui sont victimes de ce genre de fuite de données causées par des personnes qui partent de l'entreprise. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises de logistique ou de la distribution sont en permanence à flux tendu. Les criminels le savent très bien et ils en font une cible de choix parce que ces entreprises-là ne peuvent pas se permettre d'avoir une interruption de leur activité. Ils fonctionnent en 24/7 et il y a aussi un enjeu de réputation puisqu'il y a un sondage qui a été fait. 59% des consommateurs ne voudraient plus acheter auprès d'un distributeur qui aurait été piraté. Donc c'est très important pour eux d'être bien protégés. Et donc ce sont des défis qui se sont renforcés. On sait aussi aujourd'hui que les équipes sécurité, elles disposent quand même de plusieurs briques logicielles. Est-ce qu'il y a des limites à ces outils finalement ? Il y a un chiffre qui parle de lui-même, c'est-à-dire que les attaques ont doublé l'an dernier sur les entreprises de distribution et de logistique. C'est donc qu'il y a un problème. Les équipes de sécurité pour ces entreprises gigantesques et réparties à travers le monde, elles sont trop petites relativement à la taille de ces organisations et elles ont un empilement d'outils qui fonctionnent en silo et qui ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que la plupart des organisations utilisent une solution pour protéger leur email, une solution pour protéger le poste de travail, une autre éventuellement pour les objets connectés, le réseau, les outils SaaS. Et cela rend l'interconnexion inefficace et ça facilite énormément le travail des assaillants qui, eux, ne fonctionnent absolument pas de cette manière-là. Ils ne vont pas se dire, bon, je vais attaquer telle chaîne de supermarché sur son email ou sur son environnement SaaS. Ils vont utiliser les différents environnements pour passer de l'un à l'autre et pointer là où il y a une faiblesse. Donc il y a un manque d'unification de la protection des outils en place. Et l'autre souci, c'est que les outils en place se basent principalement sur un historique des menaces, sur ce qu'on appelle des listes de réputation, des règles, des signatures. Donc pour qu'une alarme soit déclenchée, que les équipes de sécurité puissent intervenir, il faut que l'attaque suive un schéma qui est déjà connu, que ce soit un malware qui soit déjà référencé, donc c'est extrêmement limitatif. Et les attaques, en fait, changent en permanence, font preuve d'innovation, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Auparavant, il y a 3 ans, il y avait 30% des attaques qui étaient non répertoriées, qui étaient ce qu'on appelle des zero day. En 2021, les attaques non répertoriées, ça représentait 70% des attaques qu'on voyait. Donc on a un changement vers en permanence des nouveaux programmes et des nouvelles façons de faire qui sont très difficiles à voir. Il y a des attaques qui sont générées par l'intelligence artificielle aussi, qui vont apprendre les environnements, utiliser ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux pour fine-tuner une attaque qui soit extrêmement subtile. Ce qui fait que le monde de la distribution est un peu démuni et il y a des gros incidents qui se sont produits. Donc voilà, il y a des limites aujourd'hui au système traditionnel. Justement, je vais rebondir sur ce point-là. L'intelligence artificielle, on sait qu'elle est essentielle pour les équipes de sécurité. En quoi elle l'est justement ? Elle peut aider pour l'offensive, mais aussi pour la défensive, heureusement. Et si je parle avec le recul qu'Adractuès aujourd'hui et les plus de 80 brevets qui ont été déposés, lorsqu'on lance un test avec une société qu'on ne connaît pas, dans 77% des cas, l'IA va détecter et bloquer des menaces qui sont passées au travers des outils qui sont déjà chez les prospects dans lesquels on s'installe. Donc dans 77% des cas, l'IA prouve qu'elle va plus loin que les outils existants. Alors pourquoi est-ce qu'elle est efficace ? Parce que justement, elle va répondre à ce besoin d'unification de la protection. Elle se nourrit de la donnée, quelle qu'en soit sa provenance. Elle va prendre la donnée qui vient des objets connectés, qui vient des outils SaaS, qui vient des emails, des flux réseau, ou même des personnes lorsqu'elles sont chez elles avec leur laptop et qu'elles continuent de travailler sur des informations
de l'entreprise. Toute cette donnée-là, elle est agrégée et elle est utilisée par l'IA en temps réel pour réaliser une analyse comportementale, un profilage de ce que fait chaque personne, de ce que fait chaque machine. Et à partir de cette connaissance acquise en permanence sur les environnements dans lesquels l'IA s'installe, elle est capable de détecter la moindre déviation de comportement qui indiquerait le début d'une infection, une vulnérabilité ou alors vraiment une attaque déjà en phase très avancée. L'autre gros point fort de l'IA, c'est qu'avec cette connaissance de où se situe le problème, elle est capable de répondre immédiatement, en 1 seconde, sur là où les éléments qui posent problème, afin d'éviter sa diffusion. Et ça s'appelle la réponse autonome. Et c'est unique parce que, non seulement évidemment ça bloque, mais ça n'est pas un blocage indifférencié, préprogrammé comme on a sur les systèmes anciens. À chaque fois, ça va essayer de se limiter un maximum, de circonscrire le blocage à ce qui pose problème et pas mettre en quarantaine tout un pan du réseau ou même une machine dans son ensemble. Ça, c'est un autre des points forts, donc, en plus de la détection proactive. Et l'un des autres points aussi qui fait la force de l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, les équipes de logistique et de distribution qu'on rencontre, souvent elles nous disent on est débordé. Et la philosophie de Darktrace avec l'IA, c'est que l'efficacité de la cybersécurité, ça ne se mesure pas au temps d'alerte, ça se mesure au temps de compréhension de l'alerte. Et ça, c'est différent parce que quand une personne va se retrouver face à son alerte, elle va déjà devoir l'interpréter, comprendre où se situe le problème. Ça prend du temps, c'est complexe et il peut se passer plusieurs minutes qui sont fatales parfois pour une organisation. Et l'intelligence artificielle ajoute une brique qui s'appelle l'investigation autonome, c'est-à-dire qu'elle prend les informations de sécurité, parfois elle rapproche certains incidents entre eux et elle crée automatiquement un rapport en langage naturel, puisque parmi les techniques d'IA, il y a le traitement automatique du langage qui permet de rendre compréhensible une suite d'événements et pour les équipes de sécurité d'agir rapidement, de ne pas forcément nécessiter un expert en cybersécurité pour prendre des actions. Donc ces trois briques aujourd'hui font de l'intelligence artificielle le meilleur allié de l'humain dans ces environnements très très vastes. Hippolyte Fouque, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer à la séquence suivante avec l'intervention de Stéphane Taillandé, directrice supply chain de Monoprix. Merci Célia. Il est effectivement temps maintenant de retrouver un cas pratique avec Monoprix, où j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Taillandier, directrice supply chain chez Monoprix. Bonjour Stéphane Taillandier. Bonjour Célia, bonjour Jacques. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous redéfinir le groupe Monoprix? Le groupe Monoprix regroupe les enseignes Monoprix, Monop et Naturalia. Monoprix, c'est une enseigne premium de centre-ville qui est présente dans 250 villes et qui propose sous le même toit une offre alimentaire et non alimentaire qui est disponible dans nos plus de 300 magasins et aussi sur le web. Alors comme je l'indiquais en introduction, vous êtes directrice de la supply chain chez Monoprix. J'allais dire, votre poste consiste en quoi? Quel est le périmètre de votre fonction? Eh bien, la mission de la supply chain chez Monoprix est d'assurer l'approvisionnement de tous les points de vente de nos 3 enseignes sur l'ensemble des catégories marchandises. Donc on va parler de 2 projets autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le premier, sur les prévisions promotionnelles, vous avez travaillé avec Vertigo. Est-ce que vous pouvez développer ce projet? Oui, tout à fait. C'est un projet que nous avons lancé fin 2019 avec un enjeu business très fort, puisque l'enjeu est d'aider nos magasins à s'engager sur les quantités promotionnelles qu'ils vont vendre pendant les campagnes. Nous avons à peu près 2 campagnes par mois, entre 800 et 1400 références par campagne, donc plus de 3 millions de lignes prédictives à calculer par mois. Nous avions un outil statistique qui tournait depuis un certain nombre d'années, mais nous avions envie de voir ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter à ce domaine, à ce calcul de prévision, et comment il pouvait nous aider à gagner en réactivité, à mieux capter les tendances, à être beaucoup plus agile quand nous avons des changements de mécanique promotionnelle. Et donc, nous avons décidé avec Vertigo de lancer ce challenge commun qui était donc de voir si le machine learning pouvait nous apporter au moins aussi bons résultats que notre outil statistique. Alors, on va revenir un petit peu sur la mise en œuvre de la solution. J'imagine que vous avez passé beaucoup de temps à travailler dessus, qu'il y a eu des POC. Est-ce que vous pouvez détailler
Alors en effet, nous avons commencé par un POC avec un cas métier très précis, un petit périmètre sur lequel nous avons donc demandé à Vertigo de nous démontrer que le machine learning pouvait faire au moins aussi bien que notre outil statistique. Et les résultats ont été assez probants. Donc nous les avons partagés avec la direction générale et avons rapidement validé le fait de lancer le projet. Ce projet a duré à peu près une petite année. Beaucoup de travail autour de la donnée, de la fiabilité de la donnée, de l'accès à la donnée. Nous avons bénéficié en parallèle de la mise en place d'un socle technique avec Snowflake, donc un projet aussi porté par notre informatique. Et donc ensuite, l'objectif était de trouver le bon algorithme et d'ajuster les différentes variables. Donc une équipe très courte, le métier, la prévision, l'expertise technologique de Vertigo et puis notre informatique en interne. Et pour finir, des indicateurs très importants, des indicateurs nous permettant à chaque fois de recalculer les résultats apportés par le nouvel algorithme sur des promotions que nous avons conservées, que nous avons gardées comme étalon tout au long du projet. Alors justement, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les bénéfices de cette solution ? Alors le premier bénéfice, c'est un gros gain de fiabilité, puisqu'entre notre outil statistique et donc cet algorithme, nous avons gagné 10 points de fiabilité qui se concrétisent en gain de chiffre d'affaires, de stock résiduel et puis aussi de gaspillage alimentaire sur le périssable. Et l'autre enjeu et l'autre gain que nous avons récupéré très rapidement, c'est évidemment un gain de temps pour les prévisionnistes qui ne sont plus dans la production, mais dans l'amélioration, vraiment dans la valeur ajoutée autour de cette donnée pour l'envoyer au magasin et un gain de temps pour les magasins qui n'ont plus eux-mêmes à se poser des questions. Ils sont là pour ajuster et prendre des paris commerciaux, ajuster les quantités qu'on leur préconise pour monter une tête de gondole ou mettre en avant tel ou tel produit. Quand on voit quelles sont, j'allais dire, les évolutions de ce type de projet, vous travaillez beaucoup sur la donnée. Est-ce que ça a vocation, j'allais dire, les données qui sont issues de ces modèles ont vocation à être partagées, ouvertes ? Bien sûr. Vous parliez de perspective. Déjà, notre premier enjeu, c'est de continuer à cranter, à améliorer la fiabilité. C'était très important. On a tout fait pour éviter l'effet boîte noire dont on parle souvent autour de ces sujets de machine learning. Donc, il y a une vraie collaboration qui se fait encore de manière continue pour améliorer la prévision et ensuite l'étendre à des nouveaux périmètres marchandises. Et évidemment, notre gros enjeu, surtout aujourd'hui où on est dans un contexte où on connaît beaucoup d'à-coups sur la supply chain, l'objectif, c'est de partager ces données jusqu'aux fournisseurs pour pouvoir les aider, eux, à améliorer la qualité de livraison et ensuite à améliorer la satisfaction de nos clients. Ça signifie ouvrir des API et ouvrir votre système d'information pour le coup, alors. Oui, mais il est prévu pour ça. Nous avons donc ce socle Snowflake qui est prévu justement, qui fonctionne très bien pour partager des données facilement avec les fournisseurs. Donc là, on a tous les éléments pour pouvoir le faire. Et donc j'aimerais revenir aussi sur la deuxième initiative. Le projet s'appelle Captana. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, Captana, en fait, c'est un beau projet que nous avons développé l'année dernière qui consiste à mesurer la rupture que nos clients voient en magasin. Il faut savoir que nous avons à peu près 800 000 clients qui rentrent dans nos magasins par jour et 20% de ces clients nous disent qu'ils ne trouvent pas leurs produits en linéaire. Donc, évidemment, un gros enjeu de satisfaction de nos clients et donc le rôle de la supply chain est d'assurer la disponibilité de ces produits. Et la grosse difficulté, c'est de savoir où les produits manquent, dans quel magasin, sur quel produit, de le mesurer et ensuite de prioriser les actions. Et donc, ce sujet de rupture, il n'est pas nouveau. Ça fait longtemps, nous, plus de 10 ans chez Monoprix, qu'on essaye de travailler sur ce sujet. On a fait des approches statistiques, des approches algorithmiques. Et là, on est vraiment arrivé sur une approche qui est factuelle, fiable et qui permet de prioriser nos actions. Donc, nous l'avons lancé avec SES Imagotag qui, comme nous, est toujours à la pointe de l'innovation, va rechercher des nouvelles solutions pour aider nos collaborateurs en magasin. Et donc, nous avons lancé ce beau projet l'année dernière. Nous avons déployé cette solution sur 45 magasins. Et comment ça s'est passé justement la mise en place, la mise en œuvre de la solution ? Je pense notamment à un système de caméras, de reconnaissance des rayons vides ou alors des annonces, des anecdotes avec des panneaux. Le fonctionnement est très simple. Il y a des caméras qui sont positionnées dans les linéaires de nos magasins. Ces caméras prennent des photos du rayon qui est en face toutes les 30 minutes. Ces photos sont ensuite confrontées par rapport à nos étiquettes électroniques qui permettent d'identifier le positionnement de chaque produit.
Et les trous qui ont été photographiés sont rapprochés de ces étiquettes et nous permettent donc de voir quel est le produit qui a manqué, quel est le produit qui est en rupture. Ces données sont ensuite remontées sur un portail en temps réel, donc qui est disponible pour nos magasins et pour l'ensemble de la société. Et en effet, vous parliez d'anecdotes, on apprend et en fait on utilise l'intelligence artificielle là aussi pour améliorer la fiabilité de cette information, puisque nous demandons à nos collaborateurs de poser une petite étiquette où il y a écrit que le produit est en rupture momentanément. Et en fait, au début, sur les photos, la caméra prenait une photo de cette carte et pensait qu'il y avait du produit en linéaire. Et donc, avec l'intelligence artificielle, nous avons appris à l'algorithme que cette carte était en fait une carte rupture et non pas le produit. Et donc, maintenant, nous arrivons à retraiter ces photos pour identifier que le produit est bien en rupture. Alors, comme avec Vertigo, où on avait justement les bénéfices, sur la partie Captana, quels ont été les premiers impacts directs? Alors, je me doute pour les collaborateurs, mais je pense que pour l'enseigne aussi. Oui, alors pour les collaborateurs, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur dès le début du projet, c'était d'intégrer cet outil dans les process du magasin, de ne pas rajouter de charges supplémentaires pour travailler ces alertes. Et donc, cette donnée, elle est intégrée dans le PDA de nos collaborateurs. Et en fait, cette donnée est construite de telle manière à ce que le collaborateur sache quelles sont les tâches qu'il a à faire. Il va pouvoir filtrer sur les produits qui sont dans les top ventes et pour lesquels il a du stock en réserve. Et donc, il va pouvoir ainsi cibler les produits qu'il va aller chercher en réserve et optimiser le remplissage des linéaires en cours de journée. Donc, c'est évidemment en premier un gros gain de temps pour nos collaborateurs. L'amélioration aussi de nos clients, puisque l'on a mesuré l'augmentation du NPS, du Net Promoting Score, et avec à peu près 120 caméras par magasin, ça nous permet de monitorer environ 8000 articles dans le magasin. On a constaté une amélioration de 2% de la disponibilité des produits, ce qui s'est concrétisé assez rapidement avec un gain de 1% de chiffre d'affaires dans les 100 magasins qui sont en train d'être déployés. Est-ce que vous aviez des problématiques liées à la conformité? Parce que ça regarde effectivement un rayonnage. Il y a des gens qui passent aussi à côté. Est-ce qu'il a fallu intégrer cette problématique de conformité? Oui, bien sûr. On a travaillé dessus assez longuement au début, justement. SES a travaillé beaucoup sur cette notion de RGPD, bien sûr. Et donc, les photos sont retraitées, soit intégralement, soit partiellement, pour ne pas évidemment voir les personnes, que ce soit les collaborateurs ou les clients, sur les photos. Et avec des photos toutes les 30 minutes, nous avons quand même suffisamment de matière pour pouvoir mesurer ce taux de détention, même si certaines photos ne peuvent pas être intégralement exploitées. Alors pareil, comme on a dit tout à l'heure, j'allais dire quelle est la suite à donner à ce projet. Est-ce que, là pour l'instant c'est une aide, est-ce que ça a vocation à être automatisé? Et puis est-ce qu'on peut aller au-delà du simple dire il manque quelque chose et automatiquement je remplace? Alors oui, on a encore pas mal de perspectives à développer. Vous l'avez parlé de l'automatisation de certaines tâches. On est en train de travailler sur la fiabilité et au fur et à mesure de pouvoir intégrer ces données pour déclencher, par exemple, automatiquement un réapprovisionnement pour le magasin. Donc oui, ça fait partie évidemment des perspectives. Ces données, elles sont utiles pour le magasin, mais elles sont aussi extrêmement utiles pour nous-mêmes en tant que supply chain, en fonction amont et jusqu'aux fournisseurs, puisqu'on gagne énormément de réactivité. On peut mesurer le taux de disponibilité d'un produit dans l'ensemble de nos magasins toutes les demi-heures. Donc évidemment, un gain de réactivité énorme pour l'ensemble de la chaîne et encore une fois, jusqu'aux fournisseurs avec qui nous pouvons partager ces données. Et puis, d'autres perspectives aussi, puisqu'on continue à travailler avec SES et avec toujours ce dispositif, croiser les données de nos linéaires avec notre outil merchandising qui va nous permettre de regarder quelle est la manière dont sont implantés nos plans merch et de pouvoir les ajuster, le nombre de facings, la profondeur linéaire. Donc, on a encore un très, très beau terrain de jeu à construire. Stéphane Taillandet, peut-être dernière question. On voit que les sociétés sont de plus en plus data-driven. Vous êtes l'exemple type, en tout cas, de ce qu'on peut faire aussi avec l'utilisation des données. Si vous aviez un conseil à donner quand on se lance dans ces projets-là, ça serait lequel? D'être très pragmatique, d'avoir un cas métier très précis pour ne pas se disperser, parce que c'est tout de suite tentant d'aller dans tous les sens.
Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration ou la dégradation. On a beaucoup travaillé par itération, on travaille encore beaucoup par itération. On avance, on recule, mais il faut toujours avoir un point de repère. Donc ce sont mes deux conseils. Puis, j'ai parlé tout à l'heure de l'effet boîte noire, de bien impliquer les acteurs métiers, les experts métiers dans ces constructions d'outils. On a parlé des magasins aussi qui ont été vraiment partie prenante de la construction de notre outil. Voilà, c'est vraiment une solution qu'on construit à plusieurs et pas uniquement côté techno. Donc il y a un accompagnement au changement qui est nécessaire. Oui, tout à fait. Stéphane Taillandier, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci à vous. Et nous poursuivons cette matinée avec notre partenaire Bouygues Télécom Entreprise. Suite de cette webconférence où j'ai le plaisir d'accueillir Omar Medjahed. Omar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes manager direction des services Nord et Normandie chez Bouygues Télécom Entreprise. Tout à fait. Et on va évoquer avec vous un thème qui s'appelle le retail de demain sera-t-il dans la main? Alors Omar Medjahed, peut-être première question, justement, quels sont les défis des retailers aujourd'hui? La vision de Bouygues Télécom Entreprise sur les défis que rencontrent les retailers, elle est assez importante dans le sens où c'est un marché qui est très chahuté. Si on regarde le contexte, post-pandémie par exemple, il y a deux impacts. Un impact sur le client, qui a un mode de consommation qui a été totalement disrupté. Le vendeur, il y a une prise de conscience auprès des comex, des retailers sur comment apporter beaucoup plus de confort, de moyens aux vendeurs en magasin ou sur un site, ou du collaborateur sur un site logistique. Un contexte géopolitique avec des notions de pénurie, avec un impact fort sur les retailers, sur les clients finaux, des notions d'inflation, les nouvelles technologies qui se développent de plus en plus. On parle, voilà, il y a le e-commerce, il y a les réseaux sociaux, de plus en plus d'applications, les nouvelles générations, Z, milléniaux, qui embarquent des modes de consommation totalement différents. Avec une généralisation des modes d'achat, on voit bien aujourd'hui qu'un client qui se dirige en magasin va avoir son smartphone, comparer des prix, visualiser le stock, regarder les avis notamment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sens éthique généralisé qui se développe auprès de tous les clients sur un achat raisonné, respectueux de l'environnement, de la santé, et des transformations opérées par ces retailers. On a abordé le vendeur-client, le rapport, comment rééquilibrer le rapport entre le client et le vendeur, un client connecté, informé et un vendeur augmenté. Le magasin physique, avec une convergence entre le physique et le digital, ce qu'on appelle notamment le phygital, et des nouveaux concepts, le pop-up store, des magasins éphémères, le scan and go, de dématérialiser la caisse en magasin, le dark store, de pouvoir intégrer le magasin comme un centre de distribution, une extension du site logistique notamment. Donc vraiment l'enjeu pour les retailers, c'est de proposer de nouvelles expériences beaucoup plus enrichies au client final. Les retailers qui disposent de magasins physiques ont une réelle opportunité d'intégrer la complémentarité entre le magasin physique et le numérique pour une question de notoriété. La lutte entre le physique et le digital va cesser, ce sera une force. Aujourd'hui, quand on va faire du shopping, on a toujours le plaisir de toucher le produit. Et cette approche omnicanale que le client final et une expérience qui soit simple, intuitive, quel que soit le canal, en magasin, en ligne, aussi une approche d'unification des stocks qui permet d'optimiser la partie supply. Et on a un certain nombre d'use cases aujourd'hui en magasin, typiquement un client dans le domaine du sport, une chaîne de magasins dans le domaine du sport, où les vendeurs proposent un diagnostic en temps réel, un diagnostic de la foulée, et qui permet d'apporter beaucoup plus de conseils, d'expertise à un client final. Donc voilà, pour répondre à ces défis, les retailers se doivent de pouvoir proposer des expériences enrichies, disruptives, pour faire revenir le client en magasin et d'avoir une approche qui soit la même, quel que soit le canal. Comme on parlait du titre, justement, en disant que finalement le futur du retail tiendra dans la main, on parle beaucoup de la mobilité, vous avez évoqué les applications mobiles, ça veut dire que la mobilité fait le trait d'union entre le physique et peut-être le digital, entre guillemets?
Complètement. On sent effectivement qu'il y a une convergence et que l'expérience doit être intuitive, simple pour le client, quel que soit le mode d'achat. Après, est-ce que la tech, elle sera la clé de voûte de cette transformation en apportant de nouvelles expériences? Pas que. Il y a toujours le risque de gadgetisation d'un retail. L'enjeu principal, c'est vraiment de réfléchir sur les process, le parcours client, ce qu'on souhaite apporter réellement aux clients, donc faire preuve de créativité, d'innovation. Ensuite, les techs seront un vecteur de transformation de cette transformation digitale. Quand on parle de tech, vous entendez quoi par technologie? Est-ce que c'est du réseau mobile? Est-ce que c'est du réseau sans fil? Là, en termes d'expérience, on peut parler de réalité augmentée, par exemple, d'applications en magasin, de QR code. Aujourd'hui, quand on va au restaurant, un exemple tout simple, on va scanner le QR code pour avoir le menu. Voilà, le smartphone devient la pierre angulaire du mode d'achat. Mais le fond, c'est pas d'avoir une vision uniquement tech, c'est vraiment une vision process, enjeu métier, parcours, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en œuvre et d'agréger derrière vraiment toutes les technologies qui sont mises à disposition pour offrir au client final un suivi personnalisé. Et quand on parle de suivi personnalisé d'un client, on ne peut pas éviter de parler de la data, évidemment. Et on le voit bien, un certain nombre de retailers ont intégré une organisation data, pilotée par un Chief Data Officer, qui a en charge de piloter la stratégie de la data. Vous allez peut-être me dire, la data, elle existe depuis X temps, avec l'analyse des tickets de caisse, des cartes de fidélité. Elle existe, mais là, l'idée, c'est d'avoir une approche beaucoup plus profonde, d'aller beaucoup plus loin dans l'approche. On parlait de data-driven, on pilotait la performance de l'entreprise sur la base de la data. Aujourd'hui, on parle de data-centrique, où la data est au centre des préoccupations, où gravite tout l'écosystème applicatif. Et on va intégrer des notions d'intelligence artificielle, de machine learning, pour aller beaucoup plus loin dans les use cases, mieux connaître les comportements des clients, faire de l'analyse prédictive, l'optimisation du supply, quels sont les produits qu'on va vendre demain, du marketing ciblé, du pilotage de la performance. On peut parler de la blockchain aussi, enfin il y a plein de... Tout à fait. On voit bien effectivement la technologie existe, mais c'est avant tout une réflexion de fond sur ce qu'on souhaite apporter au client final. Et la data, elle peut être très pléthorique. L'enjeu, c'est vraiment d'homogénéiser la data et de pouvoir proposer sur cette base des nouvelles expériences au client final. Alors juste peut-être dernière question autour de la vision que vous avez justement des enjeux de ces évolutions du retail. Est-ce que finalement, quand je vous écoute, il y a beaucoup de technologies, en tout cas il y a beaucoup, même de millefeuilles technologiques. Est-ce que finalement la clé du succès, c'est pas d'avoir une acculturation, un accompagnement aussi au changement? Vous avez parlé des métiers, et puis même du client. J'allais dire, il faut des deux côtés savoir quelles sont les tendances, les phénomènes, et puis en tout cas les acculturer l'un et l'autre. Oui, complètement. On a évoqué les défis post-pandémie, les nouvelles générations. Le e-commerce, les applications, les transformations qui sont opérées par les acteurs du retail, le phygital, rééquilibrer le rapport entre le client final et le vendeur augmenté, le supply chain. L'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux autour du triptyque magasin, physique, phygital, le e-commerce et le supply chain. Et notre vision, c'est vraiment d'être très en amont sur les approches clients, de co-construire avec eux sur des solutions de bout en bout, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc si on focus sur le retail physique, le phygital, donc on a le client, le vendeur, donc il y a un certain nombre d'applications. L'idée, c'est de leur proposer un réseau de dernière génération intelligent. Ça peut être du Wi-Fi 6, ça peut être de la 5G, et d'embarquer un certain nombre de technologies. On peut parler de l'IoT également, qui est embarqué nativement sur ces technologies. L'IoT, c'est les étiquettes électroniques, de pouvoir mettre à jour les prix en temps réel, les beacons pour tout ce qui est balisage en rayon, le geofencing pour tracer les utilisateurs, les clients, et l'analytique, c'est-à-dire qui rentre dans mon magasin, de pouvoir l'identifier et pouvoir l'accompagner dans cette démarche. On va aller même plus loin, on va proposer des solutions de communication unifiées qui vont permettre aux vendeurs de
pouvoir faire du chat, de la voix, de la vidéo, du partage en temps réel, des solutions de relations clients multicanal. Voilà, donc on a la capacité de pouvoir accompagner le client sur cette partie vraiment magasin physique. Si on focus sur la partie supply chain, logistique, il y a des enjeux qui sont très importants également. Il y a le collaborateur, il y a aussi la robotisation, il y a un enjeu d'automatisation. Et là, quand on parle d'automatisation, c'est des robots. On parle beaucoup d'AVG, d'Automated Vehicle Guided notamment. Et on va se baser sur des réseaux de dernière génération qui vont permettre d'avoir une latence très réduite pour pouvoir automatiser des chaînes de production, de livraison de commandes assez rapidement. Et si on focus sur la partie data center, là où sont hébergés les sites de e-commerce, les data, les applications, un certain nombre d'acteurs du retail qui ont opéré un move to cloud vers des hyperscalers, AWS, Azure ou Google. Et là, pour nous, c'est de pouvoir offrir à nos clients un peering direct avec ces acteurs pour avoir des latences très réduites, un haut niveau de performance, une résilience pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations-là. Et en parallèle, on a également la possibilité d'offrir à nos clients un cloud souverain opéré par nos soins pour couvrir un certain nombre de nos besoins. Et donc, on a le retail, le data center, la logistique. Et l'idée autour de ce triptyque, c'est vraiment d'avoir un réseau de communication flexible sur lequel on peut avoir une visibilité des usages, de pouvoir opérer conjointement avec nos clients. On parle de SD-WAN, c'est Software Defined Network, donc c'est des réseaux de dernière génération. Et on va au-delà, c'est pouvoir proposer une approche cybersécurité de bout en bout, depuis l'on-point, le device, du vendeur, de l'opérant sur la partie logistique et d'introduire un certain nombre d'opérations pour accompagner le client sur cette notion de cybersécurité, étant donné qu'il y a de la data donc, qui fait partie du patrimoine de l'entreprise, des notions de DLP, de fuite d'informations, d'attaques avancées, de vulnérabilité, des notions de SOC, de Security Operating Center. Voilà, c'est vraiment d'apporter à notre client une approche de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur la base d'une organisation design, build, run, où on va être en mode agile et pouvoir accompagner notre client du retail, notamment sur l'ensemble des transformations digitales. Eh ben, merci beaucoup Omar Medjahed pour cet éclairage. Je vous en prie. Et on va rester dans la partie robot automatisé autour de la logistique avec l'intervention de la start-up Exotech. Nous passons désormais à la séquence suivante en partenariat avec My French Startup. Nous accueillons Renaud Hetz, CTO d'Exotech. Renaud Hetz, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Exotech et votre poste au sein de l'entreprise? Bien sûr, donc bonjour. Donc, je m'occupe de Exotech des équipes produits en tant que CTO. À Exotech, nous faisons des flottes de robots mobiles qui vont dans les entrepôts permettre de préparer des commandes de façon beaucoup plus rapide. Donc, il faut s'imaginer dans un entrepôt où vous stockez tous les articles dont il peut y avoir besoin pour préparer des commandes ensuite qui vont être demandées en e-commerce. Au moment où la commande tombe, les robots vont partir, prendre les différents bacs avec les articles dont vous avez besoin et les apporter à un opérateur. Et cet opérateur pourra préparer votre commande sans avoir besoin de se déplacer. Donc vous avez conçu des robots autonomes dédiés à la préparation de commandes et également un logiciel de gestion qui accompagne ces robots basé sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu et nous expliquer en quoi cela consiste? Donc les différentes briques technologies sont celles que vous avez citées. Donc le robot en lui-même, il est capable de façon autonome, avec un logiciel embarqué à l'intérieur du robot, de se déplacer au sol. Ça, c'est quelque chose qui commence à devenir courant parmi les robots. La capacité qu'il a supplémentaire, c'est celle de grimper. C'est-à-dire que quand il arrive à côté d'étagère, il va s'accrocher à l'étagère, monter sur l'étagère jusqu'à 12 mètres de haut potentiellement, attraper le bac qui lui a été demandé pour ensuite redescendre et venir la porter. Quand on est dans un entrepôt, il y a une flotte de robots qui vont travailler ensemble. Et ce qu'on va offrir à nos clients, c'est pas de la robotique, c'est vraiment de la logistique, c'est-à-dire une solution fonctionnelle clé en main. Donc, on a effectivement la deuxième grosse brique technologique, c'est un logiciel qu'on appelle Astar, qui va piloter la flotte de robots pour faire le lien entre le besoin métier. Le besoin métier, c'est des commandes e-commerce qui arrivent et les mouvements, les trajectoires, le séquencement de chaque robot pour arriver dans le bon ordre devant le préparateur qui va ensuite prendre les articles et confectionner votre commande. D'un point de vue un petit peu plus technique, on appelle ça du fleet management, donc de la gestion de flotte. Dedans, il y a du calcul de trajet, il y a du séquencement, il y a de l'optimisation, pas mal d'algorithmie effectivement à l'intérieur.
Alors Renaud Heitz, justement, après avoir expliqué un petit peu, on va dire, la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Vous avez une démonstration vidéo qui dure quelques secondes. Est-ce que vous pouvez justement la lancer et puis nous expliquer qu'est-ce qu'on voit justement sur cette vidéo? Oui, bien sûr. Donc, cette vidéo, c'est une modélisation de l'entrepôt donc par le logiciel lui-même qui va permettre à partir de cette modélisation de piloter les robots et d'avoir un rendu qui permette ensuite aux personnes qui optimisent la solution de se rendre compte de la performance. Donc là, je la lance. On voit donc en 3D les robots qui se déplacent au sol. Chaque robot reçoit une mission du système central qui va lui demander d'aller, là on voit sur la deuxième station, donc d'un poste de travail opérateur, jusqu'à un bac qui peut se trouver à l'intérieur de l'entrepôt. Et donc ici, sur cette vidéo, il doit y avoir une trentaine de robots qui sont synchronisés les uns avec les autres pour ensemble réaliser la fonction logistique. Alors une question qu'on peut se poser, c'est quand un robot tombe en panne, comment ça se passe? Donc la force de système, c'est qu'il est avant tout parallèle, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur des chaînes automobiles un petit peu traditionnelles à l'ancienne où il y a des machines les unes derrière les autres. Si une machine s'arrête, tout s'arrête. Là, on va avoir, en fonction des entrepôts, de 20 à 200 robots qui vont travailler ensemble. Ce qui fait que si un robot s'arrête, la première chose la plus importante, c'est que l'ensemble des autres robots continuent à fonctionner. Donc on a une logistique qui est extrêmement robuste, extrêmement résiliente et qui ne s'arrête jamais complètement. On peut avoir un ralentissement. Si un article est tombé sur un capteur d'un robot parce qu'il débordait du bac, alors ce robot-là va s'arrêter et tout le reste continue à fonctionner. Et 24 heures sur 24, on a ce qu'on appelle un control center, c'est-à-dire des écrans qui vont être là pour soutenir les différentes installations qui tournent. Donc si j'ai un article qui est tombé sur un capteur, j'aurai une alerte en temps réel qui va être montée, un opérateur qui va prendre en manuel le contrôle du robot, isoler le robot, créer un bon de travail pour qu'ensuite, en local, physiquement, dans l'entrepôt, une personne aille enlever cet article qui tient. Comment on prend en compte les contraintes naturelles? On parle notamment, par exemple, des problématiques sismiques. C'est des genres de choses que quand on construit un entrepôt, vous intégrez directement? Oui, bien sûr. Il y a toute une phase au début d'un entrepôt de concevoir, je dirais, l'entrepôt parfait. L'entrepôt parfait, d'abord, c'est sur les besoins logistiques. Et ensuite, c'est toutes les contraintes qui peuvent exister dans cet entrepôt. Et le sismique en fait partie. Et notamment, cela va impacter les étagères, ce qu'on appelle les racks de 12 mètres de haut. Quand on construit ces structures métalliques, il n'y a pas les mêmes formules de calcul, les mêmes résistances à mettre en place en fonction de la sismicité de la zone dans laquelle on est. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va adapter entrepôt par entrepôt quand il y a ces contraintes-là. Un autre élément qui est important, c'est le domaine de la cybersécurité ou de la sécurité. Vous avez affaire, ou en tout cas vous avez des contrats avec des opérateurs d'importance vitale ou des opérateurs de services essentiels, comme on les nomme. Comment vous intégrez cette brique sécurité dans votre environnement? C'est quelque chose qui est pensé depuis le début. Effectivement, nos clients sont extrêmement attentifs. La première chose, c'est que ce ne soit pas un vecteur qui puisse arriver dans leur entrepôt pour apporter un virus. Et la deuxième chose, c'est bien sûr la continuité des opérations. C'est ultra important d'un point de vue robustesse et du coup, c'est pensé dans le système. La première façon dont on rend cette solution robuste, c'est en l'isolant. C'est-à-dire qu'au niveau réseau, au niveau cybersécurité, on essaie de créer des barrières entre, par exemple, l'informatique client et l'informatique de pilotage des robots pour que s'il y a un attaquant qui soit d'un côté, il ne puisse pas pénétrer de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout un tas de couches de sécurité les unes derrière les autres. La première étant cette séparation entre le réseau client et le nôtre qui vont permettre au total de sécuriser l'installation. Et une dernière question enfin, avec l'accélération du e-commerce durant la pandémie et la crise sanitaire, quelle tendance vous observez encore aujourd'hui dans la logistique? Je pense qu'il y a deux tendances. Il y en a une qui est assez évidente, qui est plus de e-commerce. Les gens, comme ils ne pouvaient pas se déplacer autant qu'ils le souhaitaient dans les magasins, ont plus commandé par Internet. Et je pense que c'est une habitude qui a été prise et qui va rester. La deuxième, un tout petit peu plus, je dirais, intéressante, c'est un besoin de robustesse et de flexibilité. Je pense que les logisticiens ont vu qu'on ne pouvait pas créer un système informatique ou un entrepôt qui soit toujours le même dans toutes les situations. On a besoin de créer des équipements industriels qu'on est capable d'adapter à des contraintes extérieures qu'on ne peut pas prévoir. Ça a été le cas avec cette pandémie où il y a des entrepôts qui ne pouvaient plus livrer des zones, il fallait réorienter la logistique différemment. Et je pense qu'un besoin qui se faisait sentir mais qui maintenant devient présent et obligatoire dans tous les appels d'offres, c'est le fait de concevoir des entrepôts qui sont flexibles, qu'on peut modifier en termes de références qu'on range dans l'entrepôt, modifier en termes de flux, modifier en termes de typologie de commandes qu'on est capable de traiter. Et là-dessus, je pense que les clients travaillent avec nous et utilisent notre système pour avoir une logistique qui soit agile et qui s'adapte. Renaud Heitz, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer à la séquence suivante sur la traçabilité avec Connecting Food.
Merci Célia. Effectivement, nous allons conclure maintenant cette émission avec un témoignage de Connecting Food. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stefano Volpi. Stefano Volpi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Connecting Food. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être nous expliquer qu'est-ce que Connecting Food justement. Donc Connecting Food est une solution digitale qui permet de tracer les produits alimentaires tout au long de leur parcours, du champ jusqu'à l'assiette. Donc chaque matière première, chaque produit, et à chaque étape de vérifier que le produit correspond bien aux spécifications définies. Donc on est dans la traçabilité certes, mais aussi dans la transparence, parce que les marques peuvent montrer ça à leur consommateur au final via des solutions justement sur smartphone, via un QR code, mais aussi dans la sécurité alimentaire, sur le food safety, et on sait à quel point c'est important, surtout en ces moments, grâce à des solutions d'audit digital en temps réel des produits alimentaires. Et grâce à ça, nous créons des jumeaux digitaux, donc des digital twins, qui voyagent en parallèle des produits physiques. Alors vous vous définissez un petit peu comme le Waze de la chaîne alimentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les différentes étapes que l'on retrouve justement dans la traçabilité des produits? Oui. Alors pourquoi on s'est défini le Waze de l'alimentaire? Parce que nous suivons les matières premières et les produits du début à la fin. Donc nous ne nous retraçons pas le voyage dans l'autre sens, mais nous suivons ces petits produits, ces matières premières, au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc la première étape, c'est de créer un écosystème. Quand je dis de créer un écosystème, de connaître les acteurs. Au moins au début. Ensuite, cet écosystème s'enrichit naturellement et automatiquement grâce au système intelligent qui capte par où passe le Digital Twin. Mais j'ai créé un écosystème de fournisseurs, je déclenche le système qui donc enregistre des données à chaque étape et les données peuvent être déjà digitalisées ou analogiques que nous digitalisons. Et ces informations donc, sont encapsulées dans le fameux Digital Twin qui avance comme la petite voiture d'un Waze qui avance dans la supply chain et il trace sa supply chain, son chemin qui est spécifique à chaque matière première. Si on part d'ici, on va à Lyon en utilisant Waze, on peut faire plusieurs chemins. On sait par où vous êtes passé et par où je suis passé. Même chose pour les produits. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la notion de blockchain. Qu'est-ce qu'on entend ici par ce terme? Alors la blockchain, à la base, c'est un registre distribué qui utilise de la crypto, pas de la crypto-monnaie, de la cryptographie, pour rendre les informations, donc les enregistrer sur la blockchain, les rendre infalsifiables grâce aussi à sa distribution, et ensuite permettre de les transférer d'une façon simple et économique entre des acteurs qui peuvent avoir des intérêts discordants. C'est là où la blockchain prend son intérêt. Si on est déjà tous d'accord, s'il y a quelqu'un d'autre qui décide ce qui est vrai et faux, ok, on a moins besoin. Donc c'est un registre distribué, une base de données distribuée, infalsifiable et facile à distribuer. Mais la blockchain constitue la base de la solution, mais ensuite, il faut mettre des solutions métiers, des choses qui répondent à des vrais besoins du marché. Donc, si on n'avait que la blockchain, c'est comme si on n'avait que l'Internet sans toutes les solutions qu'on applique dessus. Alors justement, on va revenir sur les cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de comment vos clients ont utilisé votre technologie et puis justement nous citer quelques exemples. Oui. Alors, il y a différentes façons d'utiliser notre technologie. La colonne vertébrale est la traçabilité, donc le fait de suivre les produits. Après, il y a des acteurs plutôt dans l'amont des filières, donc des producteurs qui l'utilisent pour gérer tout leur cahier des charges, pour gérer les primes qu'ils donnent aux producteurs, aux agriculteurs en fonction du respect ou pas d'un cahier des charges. Ça, c'est un exemple. Ou à l'autre opposé, des marques. Donc, dans l'amont, on peut parler d'ingrédients, on peut parler d'accéréales, on peut parler de soufflets, des acteurs français, mais on a aussi des acteurs à l'international. Et de l'autre côté, il y a des marques qui ont deux objectifs. D'un côté, d'être certains que leurs produits viennent bien d'une certaine origine, leur matière première, qu'ils aient certaines caractéristiques, mais aussi de montrer, de prouver ça au consommateur final. Donc, par exemple, on travaille avec la marque Erta, et là, on trace toute la filière du jambon, du début à la fin,
avec différents acteurs qui participent au système en donnant de l'information, qu'on capte de machine à machine en temps réel, encore une fois, et toute cette information est validée et mise à disposition de la marque qui la communique aux consommateurs via des web apps sur smartphone que nous fournissons aussi. Mais encore une fois, l'information n'est pas maîtrisée et pas modifiée par la marque, c'est l'information qu'on a captée, qu'on a validée. Alors justement, pour les bénéfices de cette solution, donc vous avez donné un élément, c'est-à-dire un peu l'image de marque, pour capitaliser sur la traçabilité de l'information. Parce qu'il y a d'autres bénéfices. Alors on l'a vu récemment dans des questions de crise sanitaire, pas celle de la pandémie, mais en tout cas avec des découvertes de bactéries, E. coli ou salmonelle. Est-ce que justement on arrive, avec cette traçabilité, à repérer là où le maillon était compromis finalement? Oui. Alors déjà, les bénéfices que nous apportons sont à différents niveaux. Le premier bénéfice, c'est que nous rendons la gestion de la supply chain, qui est quelque chose de complexe, nous la rendons simple. Nous pouvons faire des exercices de traçabilité en un clic, alors que normalement, ça prend des heures. Voilà. Ça, c'est un premier bénéfice. Donc, deuxième bénéfice, c'est qu'on permet de réduire les coûts. Quand vous simplifiez les approches, vous réduisez les coûts, tout en améliorant la qualité du produit. Et donc ça, c'est un troisième bénéfice. Plus je fais des contrôles en temps réel, plus j'ai des informations qui se croisent, plus je les valide et j'ai fait tourner des systèmes intelligents qui permettent d'identifier les zones de risque, d'identifier les probabilités de problèmes, et ben, plus je rends mon système sécure et sécurisé. Donc c'est le fait qu'on contrôle en permanence, qu'on croise plein d'informations en temps réel qui peuvent être à l'intérieur de la transformation, mais des matières premières aussi, mais aussi des systèmes externes, etc., etc. Et vous avez eu des cas où il y a eu des remontées d'alerte, justement? Alors, peut-être pas nécessairement sur des cas récents, mais justement, comment ça s'est mis en route? Alors, ce qui est intéressant à ce cas-là aussi, c'est que ces alertes se soulèvent et sont données en temps réel, pratiquement. Quand je dis temps réel, c'est le temps réel logistique, on n'est pas à la bourse où c'est un millième de seconde, mais sont envoyées aux entreprises. Et on a des cas d'entreprises qui ont identifié des sources de matières premières qui n'étaient pas celles qu'ils avaient prévues. On a eu des cas extrêmes avec un distributeur en Italie qui a identifié qu'un camion qui devait décharger 10 palettes, il n'en avait déchargé que 9, donc il a pu rappeler le camion avant qu'il sorte du parking. Oui, il y a différentes alertes tout le temps. Alors, il peut y avoir des alertes minimes ou des alertes graves, et donc voilà, il y a différents niveaux qui font que voilà, la réaction est différente. Et à terme, ce que nous allons faire, c'est des scénarios de réponse. C'est-à-dire que non seulement il y a l'alerte, mais il y a des options qui sont proposées. Mais la main reste à l'acteur, bien évidemment. Ce n'est pas nous qui décidons à sa place. Donc ici, la technologie devient un tiers de confiance. Est-ce que c'est si facile finalement à faire accepter par l'ensemble des acteurs de la distribution? Alors nous, on a commencé en 2016 et on était légèrement en avant de phase. Quand je dis nous, donc mon associé, Maxime Opère et moi-même, on vient de l'agroalimentaire à la base, donc on connaît le métier et on avait vu ce besoin, cette problématique. Au début, il a fallu expliquer. Remettons-nous en 2016. 2016, la blockchain, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, à l'époque, c'était la monnaie pour la drogue et les armes. Et donc, on parle de blockchain dans le food. Bon, il y a quand même un petit gap. Et après, au fur et à mesure, en apportant des vraies solutions métiers qui répondent à de vraies problématiques, les gens ont commencé à nous écouter. On a eu des phases... j'utilise, désolé des termes en anglais, mais de test and learn, donc d'apprentissage. Voilà. On a testé, on a fait des preuves de concept, etc., avec des différents acteurs. Mais maintenant, on voit que les acteurs, nos clients, sont tous dans une logique de on va déployer ça sur l'ensemble de nos gammes. Et même les nouveaux clients, les nouveaux prospects, la première question qu'ils posent, c'est « Ok, si je veux mettre ça sur l'ensemble de ma gamme, qu'est-ce que ça donne en termes de temps, en termes de coûts, etc. » Donc on est passé dans une phase de scalabilité, d'industrialisation,
et ce n'est pas les événements des dernières semaines qui vont changer cette tendance. Pour rebondir sur ce que disait Célia, est-ce qu'il faut un accompagnement au changement, comme dans tout projet, que ce soit informatique ou autre? En général, il faut intégrer les métiers à l'intérieur. Il faut expliquer aussi la technologie aux métiers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une sorte une technologie qui va les pister, ou en tout cas qui va les tracer aussi. Donc ça demande un exercice particulier d'adaptation. Comment on gère cette adaptation? Alors nous, on a un système d'accompagnement. Déjà, nous, on ne trace pas les gens. C'est ça qui est intéressant. On trace les produits. D'ailleurs, on attire pas mal de talents dans la technologie en particulier, des gens qui en ont marre de tracer les gens et qui disent ce qui est génial ici, c'est qu'on trace les produits et une tomate ne va pas être vexée parce qu'on capte sa donnée ou par où elle est passée. Et c'est au service d'un impact positif, que ce soit de qualité alimentaire, d'impact environnemental, parce qu'on peut détecter par où il est passé, donc l'impact carbone, etc., etc. Donc déjà, tous ces services notre solution est au service de la qualité et de faciliter le travail des acteurs qu'on a en face de nous. Mais vous avez raison, ça demande un exercice d'explication, un peu de gymnastique, qui est de plus en plus facile. Parce qu'encore une fois, il y a 5 ans, les gens ne savaient pas. Maintenant, ils ont compris. Et donc, le temps d'accompagnement et les réunions ou les échanges qu'on doit avoir sont de moins en moins importantes. Et on peut faire monter à bord les entreprises et les produits d'une façon très simple et très rapide, alors qu'au début, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, notre objectif est de devenir du plug and play. C'est vous signez, vous mettez les quelques informations nécessaires et en très peu de temps, la solution opérationnelle. Et vous êtes autonome. C'est ça la tendance, le point vers lequel on tend. Donc je voudrais revenir aussi sur votre dernière solution que vous êtes en train de créer. L'idée, c'est de créer un espace dédié aux professionnels de l'agroalimentaire pour acheter et vendre un accès à des données. Oui. Alors le point de départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces fameux digital twins qui s'associent à une matière première, un produit, ont de la valeur parce qu'ils encapsulent toutes les informations qui vont avec le produit. Donc la donnée, souvent, va être vendue ou accompagner la cession du produit. Mais le point important, c'est que la donnée qui a de la valeur, qui intéresse les consommateurs, qui intéresse tout le monde, c'est la valeur que générée au niveau des producteurs, de l'amont agricole, etc. Parce que savoir sur quelle ligne on a mis un yaourt dans un pot, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance ou d'intérêt. Par contre, savoir d'où vient le lait, comment la vache a été nourrie, etc., ça a de la valeur. Et aujourd'hui, cette donnée, elle est souvent considérée, surtout par une partie de la supply chain, comme quelque chose qui devrait être gratuite. Mais du coup, ceux qui génèrent cette valeur, qui souvent sont des gens aussi qui déjà aujourd'hui captent une partie un peu plus faible de la valeur globale de la supply chain, se trouveront pénalisés. Et nous, on pense que dans une logique positive et éthique, il faut que cet effort, cette donnée, soit valorisée. Et donc, à partir de là, on se dit, tu veux acheter du produit. Une marque, un acteur de l'aval veut acheter un produit. Très bien, achète un œuf ou un camion de lait. La valeur, l'information additionnelle qui va au-delà de la simple information obligatoire comme la traçabilité, etc. L'information additionnelle que tu vas valoriser auprès des consommateurs, il faut bien que tu la rémunères. Tu la valorises. Et donc la logique de Digital Twin associée à la blockchain permet cela. Donc j'ai créé un Digital Twin dans lequel il y a plein d'informations et vous pouvez choisir l'information que vous voulez lire. Et étant donné que cette information est enregistrée sur la blockchain, qui a une spécificité additionnelle par rapport à ce qu'on a dit avant, qui est de reconnaître la propriété, l'origine de la donnée, et si vous générez de la donnée, et que je l'utilise, je vous rémunère. Et d'ailleurs, vous ne la vendez pas, la donnée, vous la louez, ce qui fait que chaque fois que votre donnée est utilisée, vous avez une rémunération. Et avec cette logique de tokenisation, à la fois le digital twin, mais aussi le token qui est échangé entre acteurs, vous créez de la valeur additionnelle et vous la partagez d'une façon plus équitable
quelqu'un qui participe à un effort, je ne sais pas, pour réduire l'impact environnemental ou améliorer le bien-être animal, il mérite une rémunération additionnelle qui peut être différente de ceux qui ne le font pas. Et cela, donc, avec une solution comme Connecting Food, on peut le faire d'une façon spécifique, lot par lot, producteur par producteur. Et elle sera disponible quand, cette solution ? Courant 2022. Merci Stefano Volpi pour cet éclairage autour de la technologie blockchain et digital twin. Merci à vous pour vos questions et pour votre accueil. Il est temps maintenant de conclure cette émission. Merci aux intervenants, merci également aux partenaires. Merci Célia pour la co-animation. Merci Jacques. Et je vous dis à très bientôt pour une autre conférence sectorielle du monde informatique qui sera normalement prévue dès fin juin, début juillet. À bientôt.